La culture basque, l'absence de dégâts liés aux conflits dans les derniers siècles ont permis le plus souvent une véritable préservation de la qualité des lieux et du bâti qui se sont stratifiés mais tout en restant la plupart vivants. La protection du patrimoine qui est conduite par les architectes des bâtiments de France s'inscrit dans ce même esprit qui tient en général plutôt des règles de bon sens. Pour garantir le respect des paysages et du caractère identitaire de l'architecture du Pays Basque Nord, il faut d'abord en comprendre les principes fondamentaux et leur hiérarchie. Mais quel que soit l'endroit, on sait qu'on est au Pays Basque. Alors, du fait de la montagne, de la mer bien sûr, mais aussi des paysages de collines et de l'importance du bâti dans ce paysage. Les principes fondamentaux du bâti traditionnel, sans entrer dans le plagiat ou le pastiche, peuvent souvent constituer les fondements de l'architecture neuve et prévaloir pour les logiques d'extension dans l'habitat traditionnel. Alors il n'y a pas une architecture basse-navarraise, mais des architectures en Basse-Navarre. Et elles présentent beaucoup de caractéristiques communes et des spécificités liées notamment aux matériaux qui sont présents sur les territoires. Le terme architecture est peut-être un peu trop fort, ce n'est pas vraiment adéquat, car historiquement les architectes n'intervenaient pas sur le patrimoine domestique. On va plutôt parler d'une transmission de savoir-faire des artisans qui vont forger une qualité extérieure et intérieure. Alors, l'ensemble des noyaux villageois se constitue autour des maisons fortes à partir du XIe siècle. C'est le royaume de Navarre. Et l'architecture médiévale dans les bourgs et les villes neuves des XIIe et XIIIe siècles perdure encore aujourd'hui, comme la Bastide Clérance par exemple. C'est un habitat rural, Lecce, dont les plus anciennes datent du XVIe siècle, qui est toujours en accroche avec son environnement, en termes de localisation, mais aussi d'usage et de matériaux. On la retrouve isolée, on peut la retrouver agglomérée dans les quartiers ou dispersée dans les écarts. Il y a des bordes qui deviennent les maisons décadées et elles peuvent aussi constituer une partie des tissus de bourg. Ce sont des volumes simples, massifs, compacts, construits avec des matériaux du lieu et qui sont ancrés dans leur pente naturelle de terrain. Elles reflètent à travers leur volume et leur façade l'organisation intérieure. La maison Bidegagna, il est organisé comme la plupart des autres maisons de Basse-Navarre, c'est-à-dire une organisation en 3 parties dans le sens de la longueur, avec au centre de la maison la pièce dans laquelle on rentre qui s'appelle escaratz en basque. À droite de l'escalatse, on a une première cuisine suivie d'une souillarde, suivie d'une chambre, et ce que ne montre pas la maquette, c'est qu'à gauche de l'escalatse, il y avait aussi une autre cuisine suivie de chambres. Et à l'arrière de l'escalatse, les tables. Cette étable, elle était surmontée de 2 parties. Le fenil, je rappelle, donc c'est l'endroit où on entrepose le foin. Et de part et d'autre de ce fenil, à gauche et à droite, se trouvait le grenier où là, par contre, on entreposait les autres récoltes comme le maïs, les châtaignes, les noisettes, les noix. Bon, ça, en fait, c'était un petit peu le sorte de l'hiver. Voilà, le garde-manger de la maison. On a une Lecce avec une façade pan de bois qui est vraiment dans son jus, tout au moins pour les 2 niveaux d'étage. Hein. Donc on a vraiment les traces de plancher, enfin les pannes qui viennent sortir en façade et qui viennent supporter la façade pan de bois. Donc quand on parle de pan de bois, on est vraiment sur une ossature en bois avec un remplissage intérieur, avec des caractéristiques très, très intéressantes aussi, où on voit bien que les ouvertures viennent se cadrer dans le pan de bois et ne viennent pas en déborder. Donc du coup, on a un rythme, des choses qui sont données, avec des hauteurs de plancher qui peuvent être différentes, qui correspondent aux usages. Hein. Et là aussi, on retrouve nos 2 murs gouttereaux qui viennent, amener cette toiture qui vient bien couvrir et protéger ce pan de bois qui, pour le coup, lui, est très fragile. Donc on va le trouver sur des façades est et sud. Je pense qu'on ne va pas trouver de pan de bois plein ouest, donc ça explique peut-être le mythe de la maison basque systématiquement posée en est ou en sud. Elle l'est très très généralement, mais après elle peut aussi s'adapter en fonction des contextes. Par contre, s'il y a un pan de bois, à mon avis, il n'est ni à l'ouest ni au nord.
petit zoom sur quelques petits détails qu'on trouve dans le pan de bois. Dans cette maison en particulier, il y a tout d'abord des motifs en accolade. Alors ces motifs en accolade, on les retrouve dans les différents niveaux qui nous sont proposés par le pan de bois. Alors ces motifs en accolade, eux, ils sont caractéristiques du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc là, on est sur une étier maçonnée. Ouais. Donc ce qui est super parce qu'on a un volume complètement chaulé, entièrement en maçonnerie, et avec les deux murs gouttereaux qui avancent, dont on voit bien les pierres d'appareillage sur lesquelles viennent reposer la toiture. Donc c'est toujours des volumes très très simples. Et je crois que c'est vraiment la grande force de la construction basque, c'est cet ancrage dans le sol et dans la simplicité et la compacité. Cette toiture avec sa pente toujours entre 25 et 35%, en tuile canal, qui est quand même une particularité de tout le Pays basque, et là pas que de la Basse-Navarre. Voilà. Toutes les boiseries sont peintes, normal. On a aussi des fenêtres qui sont en petit bois, enfin en général sur 6 carreaux, 6-8 carreaux selon les périodes, et toute une série d'annexes après qui vont venir accompagner la vie de la ferme. On voit bien que la maison est ancrée sur son terrain naturel avec juste des petits soutènements aux endroits où c'est nécessaire. L'entrée du fenil se fait par le côté via une sorte de rampe, de pont, alors peu importe les termes qui sont utilisés. Là en fait la maison a utilisé la légère pente qui se trouve à côté de celle-ci pour aménager un accès au fenil. On est vraiment sur une maison basse-navarraise assez typique aussi. C'est un volume qui a dû être rehaussé à une période, peut-être fin 19e ou quelque chose comme ça. Plutôt début 19e. Début 19e, d'accord. Bon. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ces formes traditionnelles d'encadrement de pierre en forme de bouteille, oui, voilà, où on vient récupérer la fenêtre du premier avec l'encadrement de la porte charretière du rez-de-chaussée. Et là, sûrement lors de l'extension, l'ajout d'un balcon, aussi avec des ferronneries. C'est pas du tout un balcon qui est là pour faire beau, pour admirer le paysage. C'est vraiment un usage agricole, c'est là où on mettait à sécher notamment le maïs, alors le piment dans certaines communes, pas forcément ici, mais c'est vraiment un balcon ou dans certains cas des galeries à usage agricole. À partir de la fin du 18e, début 19e, on peut avoir un habitat qui va se constituer dissocié de la partie agricole. Donc l'étier traditionnelle va être un peu mise de côté, elle va redevenir grange sur la totalité, et on va juste à côté construire un autre volume qui va être une maison plus conventionnelle, c'est-à-dire dans le sens global des maisons qu'on connaît, sur une écriture plus classique, qui va être une architecture de maçonnerie, en général assez importante, conséquente, en rez-de-chaussée, un étage, comble. Les ouvertures vont être composées, l'ensemble du volume va être assez carré, toujours massif. Et l'intérêt surtout, c'est qu'on va commencer à avoir des ouvertures qui vont exister sur toutes les façades. C'est-à-dire qu'on ne va plus être lié forcément à une orientation, une question d'implantation. L'ensemble des menuiseries sera avec des encadrements. Avec des compositions, avec des aplombs très marqués, et on va avoir des menuiseries peintes aussi, toujours des fenêtres petits carreaux, et puis aussi les volets et toutes les parties boiseries peintes. La toiture très souvent va être sur du 4 pentes, qui est plus symptomatique de cette architecture basse-navarraise à partir du 19e. Et sur cette toiture en croupe, donc à 4 pentes, on aura quand même toujours la notion d'un faîtage. Ce qui veut dire que le volume n'est pas carré, il est toujours rectangulaire sur sa base. Les éléments sont hiérarchisés dans le grand paysage. On repère en premier lieu les toitures simples qui, par leur faîtage, marquent des grandes directions. L'agglomérat des toitures quand on s'approche d'un bourg, d'un quartier, et aussi la limite physique avec le sol par des murets et par des haies. Et ensuite, l'ampleur des volumes blanchis au lait de chaux et les boiseries colorées,
qui peuvent être accompagnés de volumes annexes. Au milieu du 19e, principalement dans les extensions de bourgs et de villes, apparaissent des typologies éclectiques où l'on mixe les savoir-faire locaux avec d'autres influences qui peuvent être héritées des retours d'Amérique, de la diffusion d'autres styles, qui proviennent aussi des lieux de villégiature, ce qui permet quand même de renouveler la forme du bâti. On va avoir des modèles néo-navarrais, anglo-normands, des cottages, des toitures corolles au XXe, qui peuvent être amenés par une architecture de la richesse, puis déclinés à d'autres échelles. Pour restaurer ou entretenir une habitation ancienne, il est essentiel d'en comprendre les principes pour intervenir à bon escient. Le bâti ancien répond aux critères de la transition énergétique par son inertie et par l'écologie des matériaux, s'ils n'ont pas été modifiés. Il faut juste compléter là où les usages ont disparu, isoler le grenier où le foin stocké jouait ce rôle, remplacer la chaleur du bétail par un équipement de chauffage. Les matériaux issus principalement du monde végétal sont à plébisciter dans la mesure de ses moyens. Donc en rénovation, par exemple, pour respecter le fonctionnement hygrométrique du mur, il faut absolument utiliser des enduits naturels et venir décrouter les ciments qui ont pu être posés à peu près sur tout le XXe siècle, grosso modo. Parce que ça va empêcher le mur de respirer naturellement, les eaux de sol remontent vu qu'il n'y a pas de barrière d'étanchéité. Nos fonctionnements aujourd'hui génèrent beaucoup d'eau de condensation en intérieur, et si on n'a pas cette possibilité de migration par le matériau lui-même, par les joints et par la continuité de l'enduit en façade qui permet l'évaporation, eh ben, l'eau reste dans le mur, elle stocke, elle monte, et le salpêtre arrive et les pathologies liées à l'humidité arrivent également. Donc ça c'est vraiment essentiel, c'est peut-être même la chose la plus fondamentale à faire sur un bâti ancien. Si on doit faire des choix par exemple financiers, par exemple on peut très bien isoler la toiture avec des matériaux de type laine minérale, parce que ça va pas altérer le fonctionnement. Par contre, la question de l'enduit, elle va être essentielle, parce que ça altère le fonctionnement du bâti. Et pareil, penser qu'on puisse laisser une maison ancienne en pierre apparente, j'ai pas mal de réticences, notamment liées aux eaux de condensation et à nos usages qui sont très consommateurs d'eau aujourd'hui, parce que si on n'a pas cette paroi, c'est l'équivalent de notre pot à nous, l'eau va quand même rester dans le joint, elle ne pourra pas s'évaporer. Donc, on peut, si vraiment on veut montrer que la maison est en pierre en dessous, garder quelques petits bouts de la façade sud, par exemple, parce qu'on va être sur une exposition moindre à l'eau, mais vraiment un usage parcimonieux, une maison est enduite. En plus, l'autre chose, c'est que ça donne ce côté purement basque du volume Cholet, posé dans la campagne, voilà. Pour les mêmes raisons, on va réparer une charpente qui a certaines fois plus de 300 ans, parce que les bois vont être secs comme aucun bois aujourd'hui ne peut l'être. Et c'est souvent la question du manque de savoir-faire qui va amener les professionnels à proposer des solutions de remplacement. Il faut donc trouver des artisans, ça peut être des compagnons, ça peut être des entreprises, qui sont encore détenteurs de ces savoir-faire et de ces apprentissages. On va par exemple aussi conserver des volets en bois et on va vérifier avec le menuisier si c'est possible de poser une fenêtre en double vitrage sur l'existant. Et en second lieu, on va se poser la question de les faire refaire à l'identique aussi avec un double vitrage. Alors à partir de l'archéologie du bâtiment, ce qu'on appelle l'archéologie, c'est la recherche des traces de ce qui a pu exister. On va dessiner l'esprit de l'endroit et on va évaluer les modifications qui sont envisageables pour intervenir dans le sens du bâtiment et non contre lui. Par exemple, pour une extension sur un bâti ancien, on va la réfléchir en termes de continuité du bâti au niveau du volume. Et ça, c'est aussi pour préserver les paysages, notamment dans les vues lointaines. Donc sur des bâtiments comme ça qui ont une grande compacité, une grande capacité aussi, parce que c'est quand même un nombre de mètres carrés important, la question de la division peut se poser en appartement. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de conserver les volumes de base sans les altérer ou en les altérant à la marge. Donc
dans des cas comme ça, on est sur cette archéologie de projet qui va faire rechercher les éléments d'authenticité, tout ce qui fait la qualité du bâti. Et à la marge, on va ajouter quelques ouvertures ou modifier quelques typologies pour permettre l'usage aujourd'hui. En fin de compte, restaurer un bâtiment ancien, c'est respecter les caractères d'authenticité de ces éléments particuliers. On va avoir des pierres, par exemple, qui forment les chaînages d'angles, les ornements par des motifs, les linteaux, les tables gravées, des motifs en bouteille dans les secteurs d'influence montagne, et également les couleurs. On va avoir des grès de la Radeuil qui sont plutôt lit de vin, rouge rosé jusqu'au gris vert, des fliches qui peuvent être des grès et des marnes dans le pays de Mix, des ocres bruns blanchâtres posés par lits contrastés ou des calcaires de bidage qui vont être gris sombre avec des bandes claires et sombres. Ensuite le bois. En général, en Pays Basque, il en est fait un usage assez sobre, notamment en Basse-Navarre, avec des débords de toiture, des solives et des corbeaux, aussi des pans de bois et des balcons en façade, des menuiseries aux fenêtres, mais qui vont être traités avec quelques détails, mais pas beaucoup. Le rapport d'échelle est très important par rapport au paysage. Les volumes anciens sont en général vastes et abritent plusieurs générations et plusieurs usages. Jusqu'où aujourd'hui on peut modifier ce rapport d'échelle alors qu'aujourd'hui on a juste une vocation d'habitat. À l'échelle du paysage, la multiplicité de petits volumes atteint souvent la lecture d'ensemble s'il n'y a pas un ordonnancement minimum, soit par exemple des sens de pignon ou des sens de faîtage identiques. Les principes fondamentaux qui sont transmis par l'architecture traditionnelle sont essentiels pour guider la construction neuve. Comme les constructions antérieures, elle s'inscrira à son tour dans le paysage basque, non pas par ses différences, mais par le respect de l'unité des lieux. Ça va être des volumes simples, une implantation cohérente, qui soit parallèle ou perpendiculaire aux voies ou aux courbes de niveau, si le terrain est en pente, un ancrage dans le terrain naturel, surtout s'il y a de la pente, une compacité, une composition et la couleur. Ces fondements vont permettre de mettre bas à la notion de style. Le style basque, il n'existe pas en tant que tel. C'est toujours un style néo-basque qui réécrit les codes, sans lien avec le contexte, et c'est souvent synonyme d'une absence d'authenticité. On a par exemple des faux pans de bois qui peuvent être en rez-de-chaussée, des pierres plaquées en étage. On peut avoir des atteintes des sols naturels avec des déblais qui créent des murs de soutènement, ou avec des remblais qui vont créer des hors-sols ou des positions dominantes. On peut avoir des volumes et toitures complexes, des implantations un peu proliférantes, une absence de composition des façades, une altération de l'usage de la couleur ou de l'usage des matériaux. La construction neuve peut bien sûr se tourner vers des écomatériaux comme pour les maisons anciennes. On peut utiliser des enduits à la chaux, des isolants végétaux. Et c'est parce qu'aujourd'hui on construit avec des matériaux sans inertie, c'est-à-dire qui n'ont pas de massivité, qui n'emmagasinent ni la chaleur ni ne nous protègent du froid, qu'on est obligé de compenser avec des matériaux isolants. Elle peut aussi être réalisée avec des matériaux courants d'aujourd'hui, mais il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, les volets roulants sont pratiques, mais ils appauvrissent les façades par la suppression de la couleur. C'est le rôle dévolu aux volets traditionnels. La multiplication du nombre d'ouvertures de types différents, l'absence de rythme entre les pleins du mur et les évitements des ouvertures, la multiplication des retraits de façade vont chahuter sans composer les volumes. En fin de compte, la maison individuelle a nécessité de conserver une forme d'humilité. Une maison réussie, c'est celle que l'on n'a pas vue se construire, et dans le sens où elle s'insère naturellement dans son paysage et son environnement. Toute intervention sur le bâti nécessite une autorisation administrative qui s'appuie sur un règlement spécifique, un plan local d'urbanisme communal ou intercommunal, ou sur le règlement général qui est le règlement national d'urbanisme. Dans tous les cas, l'article R111-27 du Code de l'urbanisme s'applique. Qu'est-ce qu'il dit ? Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cela veut bien dire qu'il faut prendre en compte l'environnement dans ce qu'il fait qualité. C'est souvent mieux géré par un professionnel qui va penser le projet par rapport au lieu où il est, plutôt que d'amener un projet totalement indépendant de l'endroit. Le recours à l'architecte en France est obligatoire depuis 1977
pour toutes les constructions, depuis la conception jusqu'à l'autorisation administrative. Donc, par dérogation, les particuliers qui construisent pour eux-mêmes peuvent être exonérés de ce recours jusqu'à une surface plancher de 150 m². Le CAUE, qui est issu également de la loi de 1977, propose un conseil gratuit sur rendez-vous ou par mail pour vous orienter sur les grandes lignes, sans toutefois se substituer à un professionnel de la maîtrise d'œuvre. Il suffit juste de prendre rendez-vous. Construire, rénover, c'est transmettre. La maison a un rapport au temps long et appartient à un paysage, à un environnement plus grand qu'elle-même, qu'il convient de prendre en compte pour le transmettre à notre tour avec la même qualité, éventuellement améliorée que celle que nous lui avons trouvée. Il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit de justesse et de respect par rapport au lieu.